Mouben Abignon, que la paix soit avec vous et je remercie tous ceux qui sont simultanément sur Facebook, sur la page Abdelaziz Moundé Dibam et sur la chaîne Abdelaziz Moundé Dibam sur Facebook. Désormais, ces directs citoyens seront simultanément diffusés sur les deux supports,
Merci à tous ceux qui ont patienté depuis pratiquement une semaine et demie, quand nous avons atteint le cap des 1000 abonnés qui nous permet de diffuser nos vidéos en direct sur YouTube, donc la chaîne Abdelaziz Moundé Djimam. Donc je vous remercie grandement. J'en sais gré à William Foyet, à Awa Valérie Moundé, à Huguette Tuissi, à Salomon Dedi Moussinga, à Marie-Rose Meka, bref, à tous ceux qui ont participé à mobiliser, à Chus Bertin et bien d'autres qui ont participé à mobiliser l'essentiel de ceux qui aujourd'hui constituent près de 2000 personnes, 2000 abonnés sur la chaîne YouTube. Je vous en remercie grandement et je remercie également tous ceux qui écrivent des messages tous les jours, qui m'envoient des messages comme mon frère Théophile de Yaoundé qui m'a dit et qui m'a arraché une larme ce matin quand il m'a fait un audio avec sa fille qui voulait parler, qui voulait s'exprimer comme Abdelaziz Moundé, qui voulait avoir les mêmes connaissances historiques, les mêmes connaissances l'ivresse, les mêmes connaissances sur le Cameroun. J'étais très ému. Je remercie également tous les frères à travers la planète, toute la diaspora camerounaise, ceux qui m'envoient les messages, ceux qui veulent soutenir cette action citoyenne, cette action liant le journalisme à la citoyenneté, cette action liant l'engagement au journalisme, cette action liant la question d'un Cameroun et d'une Afrique nouveau au journalisme et qui s'engage auprès de nous désormais pour que ce travail soit fait de manière beaucoup plus rigoureuse, ce travail soit fait de manière beaucoup plus précise, ce travail soit fait de manière beaucoup plus utile pour l'ensemble de ceux qui ont pris l'habitude de nous écouter. Ce soir, j'ai choisi, dans l'annonce du direct citoyen que vous avez reçu et que vous avez abondamment partagé, de parler de quelques thèmes. Je ne vais pas aborder la totalité de ces thèmes ce soir, ce sont des thèmes que je vais annoncer pour certains et que je vais traiter pour d'autres. Le premier thème concerne cette question lancinante. Cette question où les Camerounais demandent où est leur président et notamment le plan de relance économique, l'ordonnance de révision du budget du Cameroun, entre autres, et un certain nombre d'éléments liés à la gouvernance en cette période de crise, en cette période de pandémie mondiale. Un certain nombre de Camerounais également s'interrogent sur le fait qu'un président de la République puisse rester aussi confiné, puisse s'atterrer et gouverner par la voie des instructions, des hautes, dit-on, instructions présidentielles. Le Premier ministre venait encore de rendre public un certain nombre de mesures, à caractère économique cette fois-ci, puisque le 17 mars dernier, il y a eu 13 mesures. En avril, il y a eu 9 mesures qui complétaient les 13 mesures de mars. Et puis, il y a ces mesures à caractère économique qui sont venues les compléter. Mais ce que nous, citoyens camerounais, ce que nous, Camerounais, regrettons, et disons de manière aussi ferme qu'appuyée, c'est que le président de la République, Paul Biya, ne peut pas indéfiniment rester dans un terreau et confier la tâche qui lui incombe constitutionnellement dans les articles 5 à 10 de la Constitution à ceux qu'il nomme, le Premier ministre et les ministres, à ceux qu'il désigne. Pourtant, la Constitution, si elle n'est pas claire dessus, est tout aussi solennelle. Le président de la République représente l'État dans les actes administratifs. Le président de la République, s'il a nommé un gouvernement, a le devoir, puisque c'est mentionné dans la Constitution du 18 janvier 1996, révisant celle du 2 juin 1972, de tenir des conseils de ministres. Mais le président de la République au Cameroun s'est gardé d'en tenir de manière régulière. Le président de la République du Cameroun s'est gardé d'en tenir de manière utile, réactive et rapide. Le président de la République du Cameroun a l'habitude de célébrer dans ses discours la résilience des Camerounais. Mais y a-t-il une résilience du peuple sans une réactivité du gouvernant? Y a-t-il une résilience du peuple sans une agilité du gouvernant? Y a-t-il une résilience du peuple? Oui, ce peuple qui est soumis à toutes les épreuves les plus rudes. Ce peuple dont on célèbre la résilience parce que les taux de chômage de 3, 4, 5% sont bons pour satisfaire le FMI, la Banque mondiale et le BIT, alors même que le sous-emploi est de 77%. Ce peuple qui est résilient, célébré par le président de la République même, et qui se débat contre le Covid-19. Le peuple résilient
qui est célébré par le président de la République dans ses rares discours à la nation, qui se bat contre une pandémie mondiale qui a confiné près de 4,5 milliards de personnes, plus de la moitié de l'humanité. Cette pandémie, déclarée en mars dernier par le directeur général de l'OMS comme la crise la plus importante du XXe siècle, eh bien, cette pandémie pour laquelle aucun conseil des ministres n'a été tenu. Le président de la République, Paul Biya, en 20 ans, en 20 ans, parce qu'il faut élargir, mais de manière plus précise, les 10 dernières années, a tenu à peine 5 conseils des ministres. Le 27 novembre 2012, le président de la République a convoqué un conseil des ministres avec un point à l'ordre du jour, une communication spéciale. 27 novembre 2012. Le 9 décembre 2014, le président de la République également est revenu à la charge avec un conseil des ministres, 2 ans pratiquement après, avec un point à l'ordre du jour, pas de débat, pas de discussion, une communication spéciale du président de la République. Le président de la République du Cameroun est revenu encore convoquer un conseil des ministres, cette fois-là, en octobre 2015, avec un point à l'ordre du jour, une communication spéciale du président de la République. Le président de la République est revenu le 16 janvier 2019, mais avant, en 2018, en mars 2018, le président de la République, le 15 mars, a convoqué un conseil des ministres, avec un point à l'ordre du jour, comme celui du 16 janvier 2019, après le gouvernement John Goute I, avec un point à l'ordre du jour, une communication spéciale du président de la République. Dans cette communication spéciale du président de la République, une constante. Le président de la République réunit sa soixantaine de ministres, ministres délégués et secrétaires d'État, pour s'adresser sans débat au Conseil des ministres. Aucun ministre ne fait de communication au Conseil des ministres du Cameroun. Le secrétaire qui est préposé au Conseil des ministres, donc qui est à la présidence de la République, puisqu'il y a secrétaire des conseils des ministres, prend les notes uniquement de celles du président de la République. Voilà comment, dans notre pays, le président de la République, Paul Biya, nous a habitués à supporter, à intégrer sa façon de gouverner, sa façon de diriger, au point où nous, Camerounais, au lieu que le dénominateur commun des citoyens camerounais soit de demander au président de la République ce qu'il fait dans l'intervalle de 2 conseils des ministres aussi long qu'une année, nous nous battons, nous nous éreintons, nous nous étripons, alors même que l'instance fêtière de la nation, l'instance fêtière de la République, de l'État, est confinée chez elle. L'instance fêtière de la République, de la nation, est terrée chez elle. Pendant ce temps, les ministres se débattent dans une cacophonie sans nom, indescriptible. Le secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, pour le compte du Premier ministre, a dû faire un rappel tout récent. Il a convoqué un certain nombre de textes, je ne dirais pas sur année, puisque ce sont un certain nombre de dispositions réglementaires, notamment des circulaires, de 1985, du 31 décembre 1985, sur les déclarations des personnalités publiques au Cameroun. Il a convoqué un texte de 89, une circulaire de 89, précisément d'avril 89, sur la communication gouvernementale, 1989, c'est-à-dire le temps de Mathusalem de la communication gouvernementale, la communication moderne. Il a convoqué un texte de 91 sur les visas administratifs, les procédures de délivrance des visas administratifs, et un dernier texte de 2001, de mai 2001, sur la solidarité gouvernementale. Oui, la solidarité gouvernementale qui a fait l'objet d'une communication spéciale du président de la République, Paul Biya, lors d'un de ses rares conseils des ministres, solidarité et collégialité, où il avait, en 2011-2012, prescrit une feuille de route qui n'a jamais été évaluée. Pourquoi? Parce que les 2 pôles qui se tiennent, le Premier ministre et le secrétaire général de la présidence de la République, je n'allais pas dire les 2 pôles de pouvoir, puisqu'ils ne sont pas équidistants. Le Premier ministre est subissant justement le poids de la présidence de la République avec les doublons des conseillers techniques qui sont au secrétaire général de la présidence de la République ou au cabinet civil et qui font pratiquement le boulot des ministres. Le Premier ministre, qui est donc le paravent, qui est donc la figure qu'on voit, est celui qui a moins donc de pouvoir dans ce dispositif. Il a un travail de coordination gouvernementale. Ça a été le cas avec Moussongué
le cas avec Yan Philémon, c'est le cas avec John Ngouté. Des premiers ministres façades, des premiers ministres paravent, des premiers ministres qu'on présente au public alors que les dessous, ceux qui tiennent la réalité du pouvoir, ceux qui ont l'effectivité de ce pouvoir-là, sont dans d'autres allées de la République, notamment à la présidence de la République du Cameroun. C'est pour cette raison que le Premier ministre en vient à dénoncer une cacophonie qui est liée à la gestion structurelle, à la manière dont structurellement notre gouvernance est combinée, la manière dont structurellement notre gouvernance est agencée. On ne peut pas avoir un pays sans cacophonie dans de telles situations. Monsieur Séraphin Magloire Fouda, Monsieur John Ngouté, on ne peut pas avoir un pays où le ministre de l'administration territoriale se mue en réceptionniste, en concierge de dons, alors même que les questions de sécurité, les questions sécuritaires sont prévalentes dans le cadre de la gestion d'une crise comme celle-ci. On ne peut pas avoir un gouvernement où le ministre de l'administration territoriale fait son grand numéro contre un opposant politique et d'autres ministres sont engagés dans la lutte contre le Covid-19 sans même qu'un conseil des ministres, ait donné les grandes orientations. Oui, Monsieur le Président de la République, c'est le conseil des ministres qui donne les orientations, vous le savez. C'est le conseil des ministres qui donne l'orientation par laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement, peut donc aller au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, défendre une stratégie nationale, d'un côté de riposte contre le Covid-19 et de l'autre de relance économique et de gestion des questions liées aux conséquences de la crise du Covid-19. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette pandémie mondiale qui a changé la face du monde, qui va la changer davantage. Tout est remis en cause, tout est remis à plat. On parle de remettre à plat les dogmes et les paradigmes qui ont guidé aujourd'hui l'économie mondiale depuis le consensus de Washington des années 80 qui ont donné une orientation libérale, capitaliste et parfois même suicidaire à l'économie mondiale. On parle aujourd'hui d'une économie de l'empathie, de la solidarité, où les questions de santé, d'alimentation, de protection seront au centre des politiques publiques et du fonctionnement des institutions internationales. Pendant ce temps, nous avons au Cameroun des batailles picrocolées, des batailles fratricides, des batailles entre l'opposition, entre les Camerounais, sur le fait de recevoir ou pas un don d'une personnalité politique camerounaise, sur le fait ou pas de valider le traitement proposé par Monseigneur Cléda, sur le fait ou pas de faire ci, de faire ça, sur l'opportunité d'avoir ouvert les bars alors même que les écoles, les universités sont fermées. Sur l'opportunité ou pas d'avoir libéré ces bars avec des scènes absolument horribles, absolument absurdes de joie, alors même qu'on a annulé la célébration de la fête du 1er mai et du 20 mai. Cela s'explique. Cela s'explique par l'absence de coordination. Si le poisson pourrit par la tête, eh bien, la situation du Cameroun tend à illustrer ce proverbe ancien. Si le poisson pourrit par la tête, la situation du Cameroun tend à vérifier ce dicton ancien. Si le poisson pourrit par la tête, la situation du Cameroun, mesdames, messieurs, monsieur le Président de la République, monsieur le Premier ministre, membre du gouvernement, il y a quelques jours, le Fonds monétaire international, sur son agenda public, diffusé disponible sur la page du Fonds monétaire international. Le FMI avait prévu, le Fonds monétaire international, avait prévu de s'occuper ce jour-là, de parler ce jour-là du dossier du Cameroun. Il était question d'examiner la manière par laquelle le Fonds monétaire international ou le Cameroun, organisme avec lequel le Cameroun gère ce qu'on appelle une facilité élargie de crédit, organisme dont le Cameroun est aujourd'hui comment dire ça, je ne vais pas dire une figure de proue, mais un pays qui a bénéficié d'un certain nombre de programmes, après les programmes d'ajustement structurel, l'initiative Pays pauvres très endettés, la facilité élargie de crédit, etc. Le Cameroun devait négocier une facilité de crédit rapide. La facilité de crédit rapide, le 28 avril, qui devait être examinée à Washington, la facilité de crédit rapide, c'est quoi? Ce sont des crédits qu'on accorde à des pays qui sont dans des situations difficiles
avec une possibilité de rembourser sur 10 ans à des taux nuls, c'est-à-dire à des taux zéro. C'est pratiquement un prêt concessionnel, un prêt avantageux dans le jargon et dans le système du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ce qu'on appelle les bailleurs de fonds de Bretton Woods. Eh bien, figurez-vous que le dossier du Cameroun a été recalé sine die. On n'a pas fixé de date. On n'a pas fixé de date parce que les administrateurs du Fonds monétaire international demandaient que nous ayons un plan de relance économique. Un plan de relance économique qui serait sous-tendu par une ordonnance ou une loi de finances rectificative. Ça fait 2 mois que nous demandons cette loi de finances rectificative. Ça fait 2 mois que nous demandons que le président de la République prenne une ordonnance pour un collectif budgétaire. Il n'y a pas de possibilité de tromper un peuple tout le temps quand il y a des vigies. Si l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle, si le Parlement se contente en fin de session, après 1 mois de session, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat se contentent d'invectiver un opposant politique alors même que leur rôle éminent était exclusivement de gérer la crise du Covid-19. La crise du Covid-19 dont la gestion, la stratégie de riposte d'un côté, d'un bras, pour ne pas être hémiplégique, et de l'autre, sur les 2 jambes du Cameroun, il y avait une stratégie de riposte, avec les aspects qui étaient liés à la santé, des aspects qui étaient liés à l'économie, de l'autre côté, et donc à l'accompagnement de ces Camerounais dont on se contente de dire qu'on ne peut pas faire de confinement parce qu'ils vivent au jour le jour. Pourquoi avoir laissé les Camerounais vivre au jour le jour? Pourquoi un pays qui s'était promis entre 2010 et 2019 d'avoir une croissance de 5,5 voire 6% par an et donc de réaliser ses objectifs intermédiaires vers l'émergence en 2035 avec les différentes phases 2010-2019, 2020-2027, 2028-2035 avec des objectifs bien fixés. Nous n'atteindrons pas nos objectifs fixés comme tels. Les universitaires camerounais, le professeur Tounamama qui est conseiller du Premier ministre, conseiller économique du Premier ministre, lors d'un colloque en août 2019, ils ont acté cela. Le ministère de l'économie et de la programmation de la planification, ils ont acté l'échec de la première phase du DSCE. Et pourquoi? Parce que nous échouons dans la coordination. Nous échouons dans une gouvernance où le Conseil des ministres est une communication spéciale du président de la République. Et à chaque fois, on sous-traite à un Premier ministre qui n'a pas effectivement des pouvoirs le soin d'être celui qui prend les balles, le soin d'être le fusible, alors même que tout se joue à la présidence de la République. Le FMI, donc, le 28 avril, a différé l'examen de ce dossier du Cameroun, qui rejoint l'analyse faite par la Banque des États de l'Afrique centrale, il y a 4 jours exactement, dans son comité de politique monétaire, qui rejoint l'analyse faite par les ministres des Finances et de l'Économie de la zone CEMAC, qui, dans le cadre de la réunion du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, le 20 mars dernier à Brazzaville, les ministres ont acté qu'il était important, il était même déterminant d'avoir une action urgente, concertée, solidaire et efficace. Urgente, concertée, solidaire et efficace pour que les États à la fois prennent la mesure de ce qui se passe, les États d'Afrique centrale, de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, prennent la mesure de ce qui était en train de se passer. Parce que peut-être que les Camerounais ne s'en rendent pas compte. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant la crise du Covid-19. Rien ne sera plus comme en février même de cette année. Rien ne sera plus comme en janvier de cette année. Rien. Les ministres avaient pris la mesure, tout au moins indicative, puisque le ministre de l'économie, l'ancien ministre de l'économie, le ministre actuel des Finances était présent. Était présent. Et il s'est exprimé au micro de ces chaînes d'Afrique centrale qui l'y avaient interviewé sur la question. La question de savoir comment le Cameroun allait s'y prendre pour s'adapter, pour réagir, pour être résilient précisément par rapport
à cette crise du Covid-19 et notamment à ses traductions sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social. La Banque des États d'Afrique centrale l'a indiqué, en l'absence d'ajustement budgétaire et de mobilisation des ressources extérieures, on allait faire face à deux menaces. La première, c'était la baisse des ressources budgétaires. La deuxième, c'est le spectre de la dévaluation, comme en avril 2016. Le spectre de la dévaluation, car nous ne sommes pas souverains. Nous ne sommes pas souverains. Nous avons fait ce péché originel d'aller à l'indépendance, nous, pays d'Afrique centrale, nous, certains pays d'Afrique, de la zone franc tout au moins, d'aller à l'indépendance sans avoir le levier monétaire. Ce qui était une faute congénitale, une faute originelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, nous en payons le prix. Parce que la vie de centaines de millions de personnes d'Afrique dépend de la vie de Bruno Le Maire en France, dépend de la vie du gouverneur de la Banque de France, dépend de la vie d'un directeur ou d'un sous-directeur au ministère de l'économie et des finances à Paris, à Bercy. Parce que nous n'avons pas pris la mesure des choses. Et aujourd'hui, la crise du Covid-19 jette une lumière crue encore sur cette faute originelle. La BEAC, dans son comité de politique monétaire, l'a dit. En l'absence d'ajustement budgétaire et de mobilisation conséquente de financement extérieur, comme ceux que nous sommes allés chercher au Fonds monétaire international il y a quelques jours, avec le report de cette échéance concernant le Cameroun, puisque nous n'avons pas de plan de relance économique. Nous n'avons pas d'ordonnance de collectif budgétaire révisant la loi des finances de 2020. L'Assemblée nationale n'a pas fait son rôle, n'a pas joué son rôle. L'Assemblée nationale s'est réunie un mois. Quelle était l'opportunité pendant la session actuelle de discuter de code postal? Quelle était l'opportunité pendant la session actuelle de discuter de chrysanthème, alors même que l'élément central, l'élément majeur était la crise du Covid-19 et sa mise en perspective? Quelle était l'opportunité de clôturer une session parlementaire dans la chambre haute et la chambre basse du Parlement par des invectives à l'endroit d'un opposant politique? Quelle en était l'opportunité? On se pose la question. Alors même que la seule chose qui vaillait, c'était que les Camerounais se préoccupent de savoir pourquoi le président de la République ne tient pas, un conseil des ministres pour fixer les orientations sur le plan sanitaire et sur le plan économique et social, et que de deux, les forces vives de la nation, les opposants comme le président Macky Sall l'a fait pour des opposants, y compris ceux qui n'ont pas reconnu sa victoire à la présidentielle, suivez mon regard, pour voir ensemble bâtir une union sacrée autour de ce qui est arrivé de plus inédit à l'humanité au cours des 20e et 21e siècles. Cette pandémie du Covid-19. On a eu droit à quoi? On a eu droit à des retards à l'allumage. Et on a eu droit, avec les mesurettes du Premier ministre, au médecin qui vient après la mort. Ou au médecin qui vient pour reprendre la métaphore du Covid-19, quand la dépression respiratoire est avancée. Au médecin qui arrive quand on est à l'article de la mort, où on parle de TVA, alors qu'il faut penser macro, où on parle d'accompagnement de structures touristiques, alors même qu'on n'a pas. Une stratégie, c'est d'abord un diagnostic. Une stratégie, après le diagnostic, ce sont des axes, ce sont des priorités, ce sont des leviers. Mais le Premier ministre se contente de venir lire un listing, une sorte de shopping list comme ça. Alors même que on s'attend à ce que le gouvernement de la République du Cameroun, qui, autrement, Monsieur le Président de la République, le 4 juin 2018, vous avez pris votre plume pour signer une ordonnance révisant la loi des finances. Pour une raison simple, les prix du pétrole étaient à la hausse. Et vous avez révisé la loi des finances, une ordonnance. C'est une de vos prérogatives constitutionnelles, ayant l'initiative de la loi concouramment avec l'Assemblée nationale, tout au moins le Parlement. En 2019, après la revue du Fonds monétaire international, en mai 2019, le même procédé a été utilisé pour ajuster un budget de 5 212 milliards
où il fallait ajuster, baisser un certain nombre de postes, les réduire et augmenter un certain nombre et maintenir les 50 milliards de francs CFA qui sont consacrés justement à ces fonds qui peuvent être mobilisés dans le cadre de notre crise sécuritaire. Cela a été fait. On se pose la question de savoir comment un pays comme le nôtre, peut se permettre le luxe, 2 mois et demi après le déclenchement, après que la dynamique virale et la prévalence de la maladie, du Covid-19, progresse autant, notamment sur le continent africain, puisque c'est à partir du 14 février, en Égypte et au Nigeria, que les premiers cas ont été détectés. Les patients zéro sur le continent africain. Après, il y a eu un essaim de contamination, de contagion sur le continent africain. Et le Cameroun, qui est parti d'une dizaine de cas, en est aujourd'hui à frôler les 2000 cas. Et la dynamique virale, la progression de la maladie n'est pas stoppée, contrairement à ce qu'on dit. Il faut prendre la mesure de ce que nous vivons. Il faut prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Sinon, ces médecins qui viennent après la mort seront systématiquement ce que le Cameroun va produire avec ses ressources immenses sur le plan humain, sur le plan culturel, sur le plan minier, avec ses ressources immenses d'hommes, de virtuoses dans tous les domaines, dans les domaines du savoir comme dans les domaines de la musique, dans les domaines du sport comme dans les domaines de la médecine. Comment on en vient à avoir un pays comme le Cameroun et avoir un monsieur comme Paul Biya, vous, monsieur le président de la République, à nous soumettre à une telle domination, à nous soumettre à une telle crétinisation, à nous soumettre à une telle zombification, où on ne peut pas avoir un président de la République qui prend la mesure de son rôle, un président de la République qui préside un conseil des ministres en temps normal comme le fait le convalescent Ali Bongo au Gabon. Un président de la République qui peut assister comme ses pairs africains. Parce que oui, monsieur le président de la République, oui, monsieur Paul Biya, le président de la République du Cameroun devait assister hier à cette réunion fabuleuse pour nous militants des États-Unis d'Afrique, à cette réunion fabuleuse pour nous militants de la Renaissance africaine, convoquée à l'initiative du président Ange Rajouel, du jeune Ange Rajouel. Le président de Madagascar a tenu une réunion avec le président du Tchad, avec le président du Gabon, c'est-à-dire vos pairs d'Afrique centrale. Il a tenu une réunion, monsieur le président du Cameroun, avec le président d'Afrique du Sud, deuxième puissance économique d'Afrique. Il a tenu une réunion avec le président du Nigeria, première puissance économique d'Afrique. Il a tenu une réunion avec le président, le secrétaire, le président de la République du Rwanda, monsieur Paul Kagame. Il a tenu une réunion avec le président de la Commission de l'Union africaine. Il a tenu une réunion avec le premier ministre du Soudan, monsieur Hamdok. Voilà cette Afrique qu'on espère de nos voeux. Cette Afrique qui se prend en main. Cette Afrique où les chefs d'État prennent la mesure de ce qui est en train de se passer dans le monde. Que cette Afrique dont nous rêvons, parce que le président Ange Rajouel l'a dit. Le président Ange Rajouel a dit de manière précise qu'il ne s'agit pas d'avoir la science infuse, qu'il ne s'agit pas de trouver le médicament miracle, mais il s'agit de faire le chemin, de faire en faisant. Ce que Emmanuel Kant le disait pour nous citoyens, c'est-à-dire que quand on habitue un citoyen à confronter ses idées, à les diffuser, à débattre, eh bien, par un processus d'essai et d'erreur, il trouve ses marques, il trouve confiance. La confiance qui est le socle d'une vie, le socle de la civilisation, le socle d'une vie en société et le socle même d'un contrat social. C'est cela. C'est ce que nous avons souhaité chaque fois que nous nous sommes adressés à ceux qui nous représentent, à ceux qui nous dirigent. C'est ce que nous avons souhaité quand on énumère un certain nombre de choses extrêmement précises. Le président du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, le patronat camerounais, éreinté, a fini par le dire. Entre la crise des devises, entre la crise sécuritaire et maintenant la crise du Covid, on ne sait pas si le secteur privé jouera véritablement son rôle inscrit dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. On ne sait pas si le secteur privé bénéficiera du taux d'investissement qui est requis pour que nous ayons à la fois cette croissance à plus de 5%, entre 5 et 7%, et cette croissance qui permette que nous ayons la machine économique nécessaire pour atteindre les objectifs. Fournir des emplois camerounais, redistribuer les fruits de la croissance et puis mettre un pays en mouvement. Les entreprises sont asphyxiées.
Parce que la politique fiscale, elle se contente de taper sur ceux qui sont visibles. C'est-à-dire que les grosses entreprises, vous allez me dire que les Français qui sont propriétaires du Cameroun méritent justement qu'on les ponctionne financièrement. Mais il n'y a pas que les Français, justement, c'est gros. Il y a aussi les PME camerounaises. 92%, 90% des entreprises créées au Cameroun, c'est des PME, petites et moyennes entreprises. Des entreprises de moins de 100 salariés. Et 92% de celles qui subissent le joug de cette crise du Covid-19, ce sont ces Camerounais qui se bataillent, qui se bagarrent pour créer, pour innover, pour le Made in Cameroun, dont M. Christophe Eken, le président de la Chambre de commerce, disait qu'ils sont ceux à qui nous devons concentrer, sur lesquels on doit concentrer et mobiliser nos efforts. Mais qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Nous avons le FMI, le Fonds monétaire international, qui a ajourné le dossier du Cameroun pour un plan de relance qu'on aurait déjà dû préparer si on était conséquent, si on tenait les conseils des ministres en temps et en heure, si le président de la République était disponible. S'il ne fallait pas attendre des conflits épistolaires entre un ministre de l'enseignement supérieur, un ministre d'État de l'enseignement supérieur, dont le rôle est justement au sein de son parti politique, puisqu'il en est membre du bureau du comité central, au sein de son parti, de permettre que son président national soit au taquet et non de répondre à un opposant politique, avec un Français du temps de François Ier. Le Cameroun n'a plus besoin de ça, de cette danse du cirque, de ces faconds, de cette façon de se vanter, de cette façon d'être pédant, de cette façon d'être cynique, de cette façon d'être autoritaire pour montrer son pouvoir. Montrer son pouvoir, c'est être efficace sur le plan de la gouvernance. Montrer son pouvoir, c'est être efficace sur le plan de la croissance. Montrer son pouvoir, c'est être efficace sur le plan de la transformation structurelle, sur le plan de la transformation de nos produits et de nos matières premières. Montrer son pouvoir, c'est d'être à la mesure de ce que dit et prescrit le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Montrer son pouvoir, c'est qu'après le 19 décembre 2015, quand vous avez, Monsieur le Président de la République, énoncé le plan triennal d'urgence, qu'en 2018, qu'on puisse évaluer ce plan triennal d'urgence. C'est cela montrer son pouvoir. C'est cela être à la mesure de son pouvoir. C'est cela être à la mesure du rôle constitutionnel qui est le vôtre. Un président de la République qui réussit est celui qui amène son pays véritablement vers la sortie de la pauvreté, vers cette prospérité dite à Yves Mouroussi. Et dans le cas d'espèce, si on nous demande un plan de relance économique, un simple plan de relance économique au FMI, on est obligé, en pleine crise de Covid-19, de reporter l'échéance. Alors même que le Cameroun se débat, peut-être que les Camerounais ne s'occupent pas de ces questions. Ils s'occupent des questions à la fois de divertissement, d'alcool, de bar, pour satisfaire les intérêts de Castel, ou quand ils sont en diaspora, pour s'amuser, pour fuir les questions de la politique, dit-on. Mais ce sont ces questions qui nous gouvernent, qui nous dirigent. La preuve, c'est qu'on ne peut organiser rien, ni de divertissement, ni de distraction, ni d'attraction aujourd'hui, parce que c'est la politique qui guide, qui commande. Personne ne peut organiser la moindre soirée en France, en Italie, en Europe ou au Cameroun. La personne. Parce qu'aujourd'hui, les contraintes sont telles que nous sommes soumis aux lois de la politique, donc de ceux qui gouvernent. C'est pour ça que nous nous adressons aux dirigeants. C'est pour ça que nous faisons cet effort quasi sacerdotal d'amener les Camerounais à ne plus être simplement des habitants du Cameroun, mais des citoyens du Cameroun. C'est-à-dire ceux qui ont droit à l'information, droit de savoir, droit d'interpeller leurs dirigeants, droit de savoir que le président de la République ne peut pas se prendre pour le sphinx, ne peut pas se prendre pour, entre guillemets, comme on nous a dit dans notre Bible ou nos Corans que le pharaon était méchant, ne peut pas se prendre pour le pharaon. Non, le président dans une république n'est pas un démiurge. Le président dans une république n'est pas absolu. On doit pouvoir demander au président, Upoya, tu es où? Ungoya, tu vas où? Tu amènes le Cameroun où? Wakeve, Waïdje, qu'est-ce que tu veux pour nous? C'est ce que nous devons demander à notre président de la République. Parce qu'il faudrait qu'après Paul Biya, plus aucun Camerounais ne laisse un président nous diriger de cette manière. Il faudrait qu'après Paul Biya, on n'ait plus la possibilité, la moindre possibilité de se bagarrer sur le rôle du président. Qu'après Paul Biya, qu'on ne se dise plus que le silence est une façon de gouverner. Parce que le silence n'est pas une façon de gouverner un pays. Ça ne s'est jamais vu. Aucun pays dans ce monde ne s'est développé avec un président silencieux.
Aucun pays dans ce monde ne s'est élevé avec un président silencieux. Aucun pays dans ce monde n'a émergé, nous n'a réémergé avec un président qui ne tient pas de conseil de ministre. Ce n'est pas possible. Nous voulons des dirigeants qui ne soient pas arrogants. Nous voulons des dirigeants qui soient présents. Nous voulons des dirigeants qui soient au taquet. Non pas simplement comme le fait Manaouda Malaouchi, le sympathique ministre, par les tweets, mais que le tweet soit le reflet d'une réalité. Que le tweet soit le reflet d'une façon de considérer et de respecter les Camerounais. Respecter les Camerounais, c'est leur parler avant de recevoir l'ambassadeur de France. Respecter les Camerounais, c'est leur parler avant que le Premier ministre ne vienne leur dire des mesures, donner les mesures. Respecter les Camerounais, ce n'est pas avoir des interventions après coup, comme pour la crise dite anglophone. Respecter les Camerounais, c'est être aussi résilient qu'eux, c'est-à-dire sinon encore plus réactif. Gouverner, dit-on, c'est prévoir. Gouverner, ce n'est pas revoir. Gouverner, c'est prévoir. Prévoir que dans de telles situations, la question la plus immédiate pour le président de la République, c'est de se dire que quand les ministres de l'économie, des finances, de la zone CEMAC ont acté que le barème qui avait été fixé de manière communautaire pour établir les projets de loi de finances en 2019, eh bien, il ne tiendra plus parce que le pétrole qui est passé de 50 à 54 dollars est à moins de 30 dollars et il a même touché le plancher des 20 dollars. Le Cameroun n'aura plus 444 milliards de recettes pétrolières cette année. C'est fini, oublions. Le Cameroun n'aura plus les 2892 milliards de recettes fiscales et douanières. Oubliez, c'est fini. Le Cameroun aura bien moins que ces recettes. La taxe de séjour dans les hôtels ne sera même pas en termes de rendement à 30%. Parce que cette diaspora qui faisait à Paris, par exemple, la régie financière, elle est fermée. C'est-à-dire que l'argent qui était collecté par le percepteur-payeur à Paris ou à Berlin ou à Bruxelles, cet argent-là, il n'y a pas cet argent-là depuis pratiquement 2 mois. Depuis 2 mois. Alors comment, par miracle, comment le Cameroun fait pour maintenir sa loi des finances en l'état? C'est 4 951 milliards de francs CFA. Comment le Cameroun fait alors que son partenaire, l'un de ses principaux partenaires, le premier, la France, a procédé à 2 lois de finances rectificatives. Quand M. Guilou vient voir le président de la République, eh bien, M. Guilou, son gouvernement a fait 2 lois de finances rectificatives. Son gouvernement a fait un plan de relance économique. Son gouvernement s'est réuni plusieurs fois en Conseil des ministres, plusieurs fois en Conseil de défense. Monsieur le Président de la République, l'état d'urgence qui est prévu par l'article 9 de la Constitution de notre pays, eh bien, c'est cela qu'un président comme Ali Bongo au Gabon a utilisé comme instrument constitutionnel pour gérer, entre autres, la crise. Vous avez ces instruments, ces leviers constitutionnels, ces leviers financiers, ces leviers gouvernementaux, ces leviers économiques pour gérer la crise du Covid-19. Mais que voit-on? Une cacophonie, un jeu où un jour M. John Gouté met fin, dit-on, à la cacophonie gouvernementale et il le prend sur lui de venir annoncer, le Premier ministre de la République du Cameroun, chef du gouvernement, pour annoncer le nombre de morts. On se dit, ouais, ok, la communication, une fois, va être maîtrisée. Et le lendemain, non. Silence radio. Il disparaît des radars et le ministre Malachi se remet à refaire ses tweets. Où sont ces principes de la communication gouvernementale de 89? Où sont ces principes de solidarité gouvernementale énoncés dans le texte de M. Séraphin Magloire Fouda? Où sont ces questions de visa administratif énoncées dans le même texte de M. Magloire Fouda? Comment en vient-on à penser que nous, pratiquement 30 millions de Camerounais, nous sommes pratiquement 30 millions dans notre pays en l'absence de recensement, puisque c'est le taux de croissance démographique, c'est 3% par an. Depuis le dernier recensement, 2007, on est 30 millions, si on en juge par les calculs qui sont des calculs automatiques. Eh bien, voilà une situation où les Camerounais, comme ma modeste personne, sont obligés de s'égosiller à longueur de journée, sont obligés de subir le joug de l'arrogance institutionnelle,
sont obligés chaque fois de voir des frères, des sœurs, des cousins qui disent non, je ne peux pas parler parce que j'ai peur de ne plus aller au Cameroun. Sont obligés de voir des amis, des frères, des Camerounais brillants à travers le monde dire non, Abdelaziz, je ne peux pas être aussi courageux que toi. Pourquoi faut-il être courageux pour parler des questions de gouvernance? Pourquoi faut-il être courageux pour parler des questions qui sont aussi simples? Pourquoi il faut être sacrificiel comme l'agneau dans nos religions révélées et importées en Afrique? Pourquoi faut-il être sacrificiel pour parler de questions aussi simples et qui deviennent des questions mystérieuses, mystiques, ésotériques au Cameroun? Nous nous retrouvons dans une situation où on a honte à chaque fois aujourd'hui. Comment ça se fait qu'avec un ministre des Finances, avec un ministre de l'économie, on n'est pas présenté au FMI, puisque nous nous situons dans ce cadre-là, nous sommes, à titre personnel, réservés sur ces questions de relations avec les institutions financières internationales, mais je suis pragmatique dans le cas d'espèce, puisque c'est une situation qui a eu lieu encore il y a quelques jours, le 28 avril à Washington. Le dossier du Cameroun a été différé en pleine crise du Covid-19. Que fait-on au gouvernement, à la présidence de la République du Cameroun, au premier ministère, avec tant de cadres, avec tant de véhicules de Prado qui leur sont achetés, offerts à des centaines de millions, à des milliards? Que fait-on pour ne pas présenter un plan de relance économique en pleine crise du Covid-19? Que fait-on? À quoi nous occupons-nous? Que fait-on? Comment un pays comme le nôtre n'a pas une seule ordonnance de révision du budget? J'ai dit à un député de la majorité, c'est-à-dire du RDPC, en l'occurrence, je vais le citer, M. Samuel Motte. Je lui ai dit, parce qu'il s'amuse, ce député, comme beaucoup de députés au Cameroun, à ne pas se concentrer sur les choses essentielles, à être à l'applaudimètre. Je lui ai dit, votre rôle n'est pas de venir piailler sur les plateaux. Votre rôle n'est pas de venir invectiver les Camerounais. Votre rôle n'est pas de venir tenser les Camerounais, chercher dans les odeurs fétides, remuer la merde pour trouver les dossiers sur les uns et les autres, accuser les Camerounais d'être X ou Y, avoir mangé à des râteliers hier et être en train de gueuler aujourd'hui ou de chercher des choses qui concernent leur vie privée. Votre rôle, monsieur le député, monsieur les députés, au premier chef, monsieur Kavayegue, et ainsi que monsieur Niad Difendi, Marcel, votre rôle est en temps de crise et en temps d'une situation aussi cruciale, difficile, est de prendre votre responsabilité, de prendre vos responsabilités. L'initiative de la loi appartient concurremment à l'exécutif, c'est-à-dire au président de la République et au gouvernement et au Parlement, c'est-à-dire aux sénateurs et aux députés. Depuis 1946, aucun député au Cameroun n'a une loi qui porte son nom. Depuis qu'il y a une assemblée au Cameroun, puisque l'assemblée est l'institution la plus ancienne de la République au Cameroun. Il n'y a aucune loi qui porte le nom d'un député camerounais. Aucune. Aucune. L'assemblée représentative du Cameroun de 46, l'assemblée territoriale du Cameroun de 52, l'assemblée législative du Cameroun de 57, ou l'assemblée nationale du Cameroun à partir de 1960, et l'Assemblée fédérale de 62, et la nouvelle Assemblée de 73. Aucune. Les députés sont là pour applaudir. Les députés sont là pour se battre contre des opposants politiques et sur des forums WhatsApp ou à la télévision ou à la radio. Alors même que leur rôle constitutionnel est de faire la loi, de contrôler l'action gouvernementale et d'évaluer les politiques publiques. Sur la performance de la loi, sur la loi des finances 2020, les députés camerounais ne devaient parler que de ça à longueur de journée. À longueur de journée, les députés camerounais devaient même faire des grèves de la faim à l'Assemblée en disant qu'on ne sort pas d'ici si on n'a pas révisé la loi des finances 2020, si on n'a pas un plan de relance sociale, économique. Les députés camerounais, tous autant qu'ils sont, notamment ceux de l'opposition, entre guillemets, devaient le faire. Mais les députés camerounais, c'est quoi? On nous dit que les députés font des dons. Je suis désolé, vraiment je le dis et je l'assume. Le rôle d'un député n'est pas de faire des dons. Aussi utile que cela puisse paraître. Et nous avons félicité par exemple cette jeune députée, Madame Faustine Nourane. Oui, c'est bien, c'est sympathique. Mais le rôle d'un député n'est pas cela. Les communes
Et un certain nombre d'associations ou des ministères dédiés doivent le faire. Le député n'est pas là pour distribuer des seaux, des masques, etc. Le député peut le faire, mais ça ne va pas être son rôle entier et total. Mais c'est devenu son rôle entier et total. On ne peut pas passer la journée sur Facebook à applaudir une députée ou un député parce qu'il a distribué 2 masques, un seau, il a mobilisé 50 millions de francs CFA. Ce n'est pas possible. Demandez à Madame Nourane, demandez à Monsieur Cabral Libi, demandez au parti UDC, demandez au parti FSNC, demandez à l'UNDP, demandez à l'UMS, demandez-leur où est la loi de finances rectificative. Demandez-leur où est l'ordonnance du président Paul Biya sur la loi des finances. Demandez-leur où sont, demandez à ces députés-là qui font des tweets et des posts sur Facebook, à M. Joshua Oshi, qui est devenu spécialiste d'un seul opposant politique. Demandez-leur où est la loi des finances rectificatives. On ne peut pas continuer de cette manière. On ne peut pas continuer à avoir un pays où on balade, on divertit les Camerounais avec la complicité de l'opposition. Leur rôle, le rôle d'un député, c'est d'évaluer les politiques publiques, de contrôler l'action gouvernementale et de faire la loi. Ce n'est pas stricto sensu, puisque les députés camerounais ont trouvé le moyen d'avoir de l'argent pour les micro-projets, dit-on. Les micro-projets. Et le maire fera quoi? Le ministère des Affaires sociales fera quoi? Les associations fera quoi si le député fait les micro-projets? À quoi sert-il d'avoir un pays avec autant de dispositifs institutionnels, constitutionnels, sans que les hommes politiques, il y a 180 députés à l'Assemblée nationale et on sort de l'Assemblée, on sort de la session sans une loi de finances rectificative? Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si je suis le seul à être choqué par ça. Sans un plan de relance, comment on peut être opposant au Cameroun et être président de parti politique et regarder le Premier ministre, le ministre, sans que le président de la République vous ait reçu? Le président de la République du Cameroun n'a jamais reçu le moindre opposant au Cameroun. Comment ça se fait? Alors même que dans tous les pays africains, c'est une tradition aujourd'hui, malgré les oppositions féroces entre le pouvoir et l'opposition, entre les confrontations féroces entre le pouvoir et l'opposition. Le rôle du député n'est pas de nous balader sur Facebook avec des histoires de dons. Les dons, nous en faisons. J'en fais personnellement avec d'autres Camerounais dans le cadre du collectif Plus Jamais Ça, dans le cadre de la Maison des Camerounais de France Centre Franco-Camerounais, dans le cadre de toutes sortes d'associations, de l'Alliance pour les États-Unis d'Afrique, dans le cadre de notre travail panafricain ou camerounais ou de la diaspora. Nous le faisons, nous faisons des dons. Beaucoup de dons comme ça. Nous faisons beaucoup de dons. Mais ce n'est pas ce qui doit être la caractéristique d'un État, d'un pays. Fixer le cap de la gestion de la crise du Covid-19. Recevoir ses opposants politiques. Comment dans mon pays, vous voulez que j'accepte que M. Guilou, ambassadeur de France au 16 avril, soit reçu avant M. Kamto, avant M. Cabral Libi, avant M. Joshua Oshi, avant Mme Patricia Tomaino Ndamjoya, avant M. Kwemo, avant M. Issa Tiroma, avant M. Dakole Daïsala, avant M. Bello Bouba Maïgari, avant M. Fundi ou Joshua Oshi? Vous voulez que j'accepte ça? Que j'accepte que l'ambassadeur de France parte de l'Ezoa pour aller à Toudi, être reçu pendant que les Camerounais sont, les dirigeants camerounais sont les dirigeants de l'opposition camerounais dont le rôle est d'être l'intermédiaire entre le pouvoir et le peuple? Vous voulez que j'accepte que l'ambassadeur de France, M. Guilou, qui représente dignement son pays, parce que M. Guilou représente son pays et les intérêts de son pays, la France n'est pas mon pays. Mon pays, c'est le Cameroun. La France, c'est un pays où j'ai plaisir à vivre, qui est un pays d'adoption, qui est un grand pays dans le monde, une grande puissance dans le monde, qui joue ses intérêts. Et mes critiques claires devant la France sont connues de tous, et je peux les rappeler à longueur de direct citoyen. Le pays de Paul Biya, c'est le Cameroun. Le pays de Kamto, c'est le Cameroun. Le pays de Cabral Libi, c'est le Cameroun. Le pays de Bello Boba Maïgari, c'est le Cameroun. Le pays de Joshua aussi, c'est le Cameroun. Le pays de Tiroma, c'est le Cameroun. Le pays de Pierre Kwemo, c'est le Cameroun. Et le président de la République du Cameroun ne peut pas recevoir l'ambassadeur de France avant des personnalités que je viens de citer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Le président Macron, il est coutumier de l'entretien à l'Élysée comme le président Hollande, comme le président Sarkozy, avec Marine Le Pen, avec Mélenchon, avec Bayrou, avec les responsables du Parti Socialiste.
du parti républicain. Comment ça se fait que nous ayons chez nous des responsables politiques qui sont là, qui attendent la fête du 20 mai pour voir le président de la République, qui attendent le janvier pour présenter des vœux au président de la République, le saluer du haut de son piédestal, et nous attendons et nous entendons ça. Et c'est quelque chose de convenu dans notre pays. Et le président de la République peut se laver les mains. Il peut faire ce qu'on veut. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut s'appeler Machiavel. On peut nous faire des thèses sur le silence présidentiel. Alors que le FMI est là. Le FMI nous renvoie au calendrier grec. Les ministres de la CEMAC, le comité de pilotage du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, ils ont été formels, clairs sur le fait qu'il fallait d'une action urgente, concertée et solidaire au niveau de la zone CEMAC pour que les budgets soient ajustés avec justement ces lois de finances rectificatives ou ces ordonnances prises par les présidents de la République, par les chefs d'État. D'un, il fallait un certain nombre de mesures réactives. La France, le pays de M. Guilou, l'a fait. M. Guilou vient nous offrir de manière absolument risible 20 000 litres de gel au Cameroun. Le gel hydroalcoolique. En 2020, la France nous offre du gel hydroalcoolique. 2020, on nous offre du gel hydroalcoolique et notre chef d'État, le président de la République du Cameroun, reçoit un ambassadeur de France avant, quelle que soit la raison, quelle que soit l'explication donnée par le Quai d'Orsay, par le président Macron ou M. Guilou, quelle que soit l'explication, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que le président de la République française ne reçoit pas l'ambassadeur du Cameroun. Le président de la République française n'a pas le temps de l'ambassadeur du Cameroun en pleine crise du Covid-19. Il ne sait même pas où est M. Nguini. Il ne sait pas où est M. Nguini. Il ne gère pas M. Nguini. Il ne sait pas ce que c'est M. Nguini. Mais nous, au Cameroun, on se bat. On s'oppose, on s'insulte, on s'invective à cause d'un ambassadeur de France qui est allé voir le président de la République du Cameroun, alors même que des Camerounais ne sont pas reçus par leur président de la République et que nous avons objectivement des raisons pour lesquelles, sur le plan politique, donc l'union sacrée, sur le plan de la gouvernance, c'est-à-dire un conseil des ministres que le président de la République tiendrait avec son gouvernement, sa soixantaine de ministres, pour fixer le cap, c'est-à-dire un plan de relance et assortir un plan de riposte sanitaire dans le cadre d'une stratégie où on a fait des constats très clairs avec des orientations, des priorités, des leviers et puis des traductions. Où le Parlement, les députés en l'occurrence, sénateurs et députés, puisqu'il s'agit des deux chambres, discuteraient et voteraient ou choisiraient d'accompagner le gouvernement de manière consensuelle dans la mise en œuvre des mesures. Ou le groupement interpatronal du Cameroun, le JICAM, comment ça se fait que le patronat camerounais n'ait jamais été reçu par le président de la République? Les syndicats camerounais n'aient jamais été reçus par le président de la République, y compris dans une période comme celle-ci, où les travailleurs vont ployer sous le joug des conséquences de la crise du Covid-19. Nous avons des indicateurs très clairs sur le plan budgétaire. 2800 milliards de mobilisation de recettes fiscales et douanières qui n'auront plus lieu. 444 milliards de recettes qui sont liées au pétrole. Et un peu plus de 300 liés au bois, puisque le bois, c'est 30% à 50% des recettes d'exportation hors pétrole du Cameroun. 5% du produit intérieur brut, la richesse produite dans notre pays. Comment ça se fait que nous ayons en 2020, à cette époque de notre année, après une telle crise, on n'ait pas de collectif budgétaire, d'ordonnance ou de loi des finances rectificatives, et on est là, on s'invective, on s'insulte, entre tribus, entre ethnies, entre opposants, entre gens du pouvoir, alors que le président de la République est au chaud, il est tranquille. Si nous ne sommes pas citoyens, si nous actons que nous sommes des habitants du Cameroun, disons-le, disons qu'on est des habitants et qu'on n'est pas des citoyens. Mais si on est des citoyens de ce pays, nous avons le devoir, nous avons la responsabilité de demander que le président de la République prenne ses responsabilités, fasse son travail sans se faire supplier, sans se faire prier. Le président de la République n'est pas notre Dieu. Paul Biya n'est pas mon Dieu. Paul Biya est président de la République du Cameroun et il doit faire son travail.
Et il doit faire son travail. Son travail, c'est de nous produire rapidement un plan de relance. C'est de nous produire rapidement une ordonnance budgétaire qui mette le Cameroun à la mesure des conséquences en termes de déficit budgétaire, en termes de baisse des recettes budgétaires. Et aussi qui permettent de mobiliser ces ressources-là, qu'elles soient extérieures ou intérieures, pour que la machine économique puisse repartir d'un côté, que sur le plan social, les effets soient atténués et que sur le plan sanitaire, une vraie riposte soit apportée. Pourquoi je parle de plan sanitaire, une vraie riposte soit apportée? Parce que Monseigneur Cléda, Monseigneur Cléda a proposé une solution. Monseigneur Cléda n'a pas trouvé un remède miracle. Mais Monseigneur Cléda vit dans un pays où il y a un centre national du médicament, le Sénamé. Et ce centre national du médicament est comme l'Agence nationale de sécurité du médicament en France. Ou bien les instances européennes qui valident la mise sur le marché des médicaments. Et cette mise sur le marché du médicament obéit à un protocole. Ce sont des documents ou des plans qui établissent précisément le processus de validation des procédés, les échantillonnages, les essais. Et que dans ce cadre-là, il y a la question de la recherche. Il y a la question de la recherche, c'est-à-dire qu'une recherche qui correspond peut-être aux avancées de la recherche fondamentale, mais surtout aux besoins médicamentaux exprimés. Et dans le cas d'espèce, il y a des besoins médicamentaux exprimés. Dans le cas de la crise du Covid-19. En ouverture de ce direct citoyen, j'ai parlé de l'initiative de Madagascar avec son Covid Organics. J'aurais pu parler de ce que M. Trump aux États-Unis vient avec ses médecins de proposer. C'est-à-dire que le Remdesivir est c'est des antirétroviraux qui atténuent les symptômes de la maladie, qui les retardent tout au moins. C'est cela. C'est-à-dire que quand on va dans les priorités de recherche, dans le cas de la recherche, c'est la première étape dans le médicament, il y a les besoins médicamentaux, outre les avancées fondamentales ou les stratégies des entreprises. M. Cléda n'étant pas une entreprise, il y a la question des besoins médicamentaux. Ensuite, maintenant, il y a les essais précliniques. Les essais précliniques, c'est justement ces molécules qu'on décèle, qu'on crée, ou ces cellules qui sont testées avec des procédés sur les animaux. La faisabilité technique des médicaments et un certain nombre d'éléments liés au test de ces médicaments sur l'homme. Avec également des protocoles en ce moment-là, les essais précliniques. Maintenant, les essais cliniques. Les essais cliniques avec les tests sur les animaux, les procédés de tests sur les animaux, les tests sur des porteurs sains de ce médicament pour voir les effets secondaires, pour voir comment on réagit, etc. Et puis, à large échelle, on voit le coût-efficacité sur l'ensemble de la population. Et puis, bien évidemment, il y a donc le processus de mise en œuvre du médicament sur le marché avec des validations. L'Ordre national des médecins du Cameroun est sorti pour parler comme des profanes du remède de M. Cléda. On s'attendrait à ce que M. Sandjon et les pharmaciens du Cameroun et les autres nous disent en termes de protocole ce qu'ils peuvent faire pour valider scientifiquement et techniquement ce médicament. Mieux le ministère de la Santé, M. Malachi, M. le Président de la République, M. le Premier ministre. Vous avez la responsabilité du Centre national de médicaments. Quels sont les médicaments validés dans le cadre de processus de recherche au Cameroun? Madame Tuente, outre le fait que la chauve-souris, oui, on le sait, est un réservoir justement de ces virus et qu'il y en a 5000 à Yaoundé. Où est le Centre national du médicament? C'est-à-dire qu'il y a un système parallèle. Regardez en France aujourd'hui, regardez dans le monde. La parapharmacie s'est développée. Sur 100 mètres carrés de pharmacie, vous avez pratiquement 30 mètres carrés consacrés désormais à la parapharmacie, la phytothérapie. Quand on parle de phytothérapie, c'est les plantes. Les plantes. C'est-à-dire que Monseigneur Cléda s'est appuyé sur ce qu'il y a à Korop, sur ce jardin botanique de Limbé, sur ce que le roi Njoya a fait jadis avec des plantes. Leur principe actif. Tout à l'heure, quand je parlais de recherche, d'essais précliniques, d'essais cliniques, et puis également de mise sur le marché, il y a la question des molécules et des principes actifs. Un médicament, ça part d'une molécule et de son principe actif. Ça peut soigner quoi? Quel est le type de dosage? C'est pour ça qu'on a besoin de protocoles. Vous rejetez en bloc des choses. Vous avez un centre national du médicament. Vous avez des médecins, des pharmaciens qui sont des spécialistes. Au lieu qu'on nous dise que le gouvernement de la République du Cameroun, donc M. Malachi, a pris
en compte la proposition et l'apport, la contribution de M. Kleda et l'a introduit dans le dispositif camerounais de validation du médicament. Eh bien, ce qu'on nous dit, c'est non, ce n'est pas Monseigneur Kleda, qu'est-ce qui... Alors que nous avons un pays sérieux. Et tout simplement parce que si nous avions une stratégie nationale de riposte conséquente, qui était pilotée par le président de la République, mise en œuvre par le premier ministre chef du gouvernement, eh bien, on aurait ce bras de la stratégie de riposte sur le plan sanitaire et on aura un autre bras sur le plan économique qui serait en cohérence. Et on aurait donc ce bras sur le plan technique scientifique mené avec l'Ordre national des pharmaciens, l'Ordre national des médecins, tout au moins les ordres nationaux de profession médicale, et puis le ministère de la Santé d'un côté. On n'aurait pas ces débats camerounais avec des gens supposés intelligents, mais qui raisonnent comme on le dit généralement comme au quartier. Voilà la situation. Le Cameroun venait d'être sur le marché, sur le plan économique, venait d'être sur le marché pour lever 270 milliards à peu près. Le pays a pu lever 106 milliards. Dans cette ventilation, il y avait 60 milliards consacrés aux routes, à la réhabilitation et à la construction, à l'aménagement routier. Il y avait 30 milliards consacrés à l'eau et à l'énergie. 45 milliards aux questions d'équipements sanitaires, dont cette question du Covid-19. Et puis 75 milliards aux équipements sportifs. Nous n'avons pas pu, sur ce marché des obligations assimilables du Trésor, mobiliser tout l'argent nécessaire. La semaine prochaine, le pays continuera. Entre-temps, le pays de Paul Biya sollicite un certain nombre de financements extérieurs. On nous a dit que la France, sur un stock de 800 milliards, dont 6 650 constituent les 77% de la dette, c'est-à-dire que la dette extérieure, sur un stock de 8 000 milliards, donc 6 650 milliards de dettes extérieures, la France nous a accordé un moratoire de 60 milliards de dettes à payer en 2021. 60 petits milliards, même pas 1%. Et pour ça, on a applaudi. Ça a fait les choux gras de la presse, ça a fait l'ouverture du journal de 20h30 à la CRTV. Alors même que notre pays ne dispose pas, et je fais la boucle, de plan, de stratégie nationale de relance économique. Le FMI nous l'a rappelé le 28 avril dernier. La Banque d'État d'Afrique centrale vient de le dire. Sur la question monétaire, sur la question économique, avec le risque de dévaluation si les ajustements budgétaires et la mobilisation conséquente des ressources extérieures n'est pas faite. Nous sommes là, en train d'attendre. Nous allons larmoyer. Pendant ce temps, le président de la République se terre. Le président de la République est confiné. Sa sortie, c'était avec l'ambassadeur de France. Eh bien, le citoyen Moundé que je suis joue simplement son rôle et le jouera. C'est-à-dire que nous n'allons pas accepter, tout au moins je n'accepte pas cette situation. C'est pour cette raison que j'interpelle et j'interpellais de manière incessante le président de la République, le gouvernement, sur le fait qu'ils font fausse route. Ils font totalement fausse route. Et que s'il y a des Camerounais désabusés, illusionnés par cela, je n'en fais pas partie. Parce que l'engagement, c'est d'abord une question personnelle, avant que ce ne soit collectif pour l'intérêt général. Il faut que chacun d'entre nous s'engage personnellement. Et le dire. Monsieur le Président de la République, nous ne voulons plus d'un pays où on supplie le président pour un plan de relance économique et où on va au FMI se faire littéralement humilier. Nous ne voulons plus d'un pays où les députés, les sénateurs sortent d'un mois, où nous payons les députés, nous payons les sénateurs un mois sans un plan, une loi de finances rectificative, dans une situation d'ajustement budgétaire impératif comme la crise du Covid-19. Nous ne voulons plus de ce pays-là. Nous ne voulons plus d'un pays où on est conscient de ce qu'on ne va pas avoir 444 milliards de recettes pétrolières. On ne va plus avoir 2800 milliards de recettes fiscales et douanières où les Camerounais le savent, tout au moins ceux qui s'y intéressent, et que ce soit en l'État. Nous ne voulons plus d'un pays où, au sortir du G20, le président Macron et d'autres pays européens importants, le président de la Commission de l'Union africaine, le président de l'Égypte, le président du Congo démocratique, le Premier ministre éthiopien se réunissent
au cours de 4 thèmes, notamment les questions de coordination africaine en matière de politique de santé et de relance économique. Et que chez nous, au Cameroun, ce soit silence radio. Nous ne voulons plus de ce pays-là. Nous ne voulons plus d'un pays où on en est à supplier littéralement le président de faire son travail, son rôle, qui est de nous dire où nous en sommes, où nous allons, vers quoi nous allons. J'ai prévu cet après-midi de parler d'un certain nombre de thèmes. Mais pour des raisons d'efficacité, je vais me limiter à ce thème-ci, parce qu'il est très important. J'avais prévu de parler de M. Célestin Monga, éminent économiste camerounais, brillantissime, la crème de la crème. Parler à M. Monga en lui disant que M. Monga n'a pas à sous-traiter les questions du Cameroun à Mme Odile Tobner et qu'il doit venir dans l'arène comme Cellou Dalein Diallo ou Zéphirin Diabré, ces éminents africains qui ont écumé les postes dans les organisations internationales et qui sont rentrés se battre, qui ont pris la peine aussi, après ce que M. Monga a fait de merveilleux en 90 avec sa lettre ouverte au président Biya. J'en parlerai au cours de mon prochain direct citoyen. J'ai prévu aussi de parler au cours de ce direct citoyen de Mesok dans l'Est Cameroun, de parler du scandale, de la pauvreté lancinante des populations de l'Est Cameroun, qui souffrent le martyre des sociétés comme Azim qui les exploitent, qui les pillent, qui souffrent le martyre des Chinois qui les exploitent, qui les pillent. Cet Est oublié où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de centre de santé, alors que les entreprises de bois font des milliards de bénéfices. J'ai prévu de parler de ces sujets parce que ce soit Mesok, j'ai été saisi par les populations de Mesok, saisi par les populations dans le Noun de la réserve forestière de Melap, qui sont pillés par des responsables de l'État du Cameroun, à la réserve forestière. Parce que la dernière fois, nous nous sommes levés aux côtés des populations de la forêt d'Ebo dans le Cam pour que plus jamais on ait un gouvernement qui se dédise. Alors qu'en 2006, cette forêt d'Ebo était promise. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Secrétaire Général de la Présidence de la République, était promise à être un parc national, le 17e du Cameroun. Aujourd'hui, il y a eu un avis administratif du ministère de la Forêt et des Faunes pour transformer cette forêt, qui était une forêt de conservation, en une forêt de production, où 85 000 des 150 000 hectares de la forêt vont être attribués à des personnes comme Azim, à des personnes comme Monsieur Frambilla, les exploitants forestiers, pour qu'ils l'exploitent sans que les populations en bénéficient. J'avais prévu de parler de ces thèmes et d'autres. Malheureusement, il faudrait que nous nous limitions à ce thème qui était très important, ce thème de l'interpellation du président de la République sur la question du plan de relance au Cameroun, la question de l'ajustement budgétaire impératif, c'est-à-dire une ordonnance rectificative de la loi des finances de 2020, parce que ce n'est pas simplement à moi de le demander, mais c'est le rôle du président de la République de le constater, de le faire comme le 4 juin 2018 et en mai 2019. Parce que les Camerounais qui sont dans les bars, qui vont payer la TVA de